Ne soyez pas heurtés par ma réponse négative. J'ai toujours essayé, avec plus ou moins de raison, d'apparaître le moins possible, non pas pour exalter mes livres, mais pour éviter la présence d'un auteur qui prétendrait à une existence propre. Il paraît qu'elle s'appelait comme ça déjà, avant qu'il arrive. Pendant 20 ans, la seule bio disait « Maurice Blanchot, romancier et critique. Sa vie est entièrement vouée à la littérature et au silence qui lui est propre. » Puis on a ajouté une date. C'est tout. À un certain moment, il a voulu s'effacer, disparaître. Le fait est que depuis 20 ou 30 ans, plus personne ne le voit, aucun de ses amis. Et le jour de la Saint-Maurice? C'est vrai que c'était la Saint-Maurice. Ça l'est toujours. Le 22 septembre, c'est la Saint-Maurice. Faire un film infaisable. Rendre visible l'invisible. Fêter l'anniversaire d'un absent. Peut-être il faut dire quelque chose de la naissance, ses parents, la famille. Quin, oui. La maison de Quin. Elle appartenait à la famille de la mère. Blanchot y est né comme ses frères, comme sa sœur. Mais ils ont toujours suivi leur père de poste en poste, en Normandie, à Paris. Il était professeur de français, un professeur particulier, un précepteur pour des enfants de grande famille. Un homme d'une immense culture, dit-on. Il a eu son bac à 15 ans. Il a perdu 1 an à cause d'une opération délicate. Il a 17 ans donc, quand il arrive à Strasbourg. Maurice Blanchot, nous étions ensemble presque pendant tout mon séjour à Strasbourg. Peut-être est-il venu 2 ou 3 ans après moi, n'est-ce pas? Je ne peux pas vous le décrire. D'une extrême intelligence, d'une pensée absolument aristocratique, pas? Très éloigné de moi à cette époque-là, au point de vue politique, n'est-ce pas? Il était, je ne sais pas s'il faut, il était très à droite, n'est-ce pas? Mais nous avons eu très vite un accès l'un à l'autre. Il me mentionne parfois dans ses livres, il m'élève beaucoup. Je veux dire, je me trouve très élevé par ses interventions. Sur beaucoup de points, nous pensons ensemble. Il a eu aussi une évolution tout intérieure. Il n'y a jamais eu la moindre concession opportuniste. C'est cette impression un homme sans opportunisme. Voilà le contact moral avec lui. C'était des choses de philosophie, c'était des choses littéraires, c'était Proust et Valéry, n'est-ce pas? Si vous voulez, on n'a pas beaucoup parlé de surréalisme, Proust et Valéry. C'est l'intérêt, c'est très tôt qu'il a eu pour ces choses phénoménologiques dont je me suis occupé. Conversation très abstraite, dans ce sens-là, avec toujours ces échappées inattendues que les choses prenaient chez lui. Je n'ai pas de souvenir, comment dirais-je, de rigolade, si je peux dire, pas de... C'est toujours, en ces termes-là, sur les lieux les plus élevés, que je me suis senti l'avoir rencontré. Il obtient un certificat d'études supérieures, comme une licence. Philo, psycho, littérature allemande, classique, je crois. Et il maîtrise quand même, en Sorbonne sur les Septimes. Mais il n'a pas continué ses études. Parce qu'il ne voulait pas être prof, il voulait être journaliste. Alors quoi? Il est venu s'installer à Paris, mais où? Je n'ai pas cette adresse-là, elle me manque. Et pour faire quoi à Paris? Vas-y, dis-le. Alors oui, Maurice Blanchot est dans les années 30 un journaliste d'extrême droite. Rédacteur en chef au Journal des Débats, éditorialiste de politique extérieure. Il occupe également des responsabilités importantes dans d'autres revues ou d'autres journaux comme Combat en 1936 ou L'Insurgé en 1937.
Il est proche, il appartient même à un groupe de jeunes dissidents maurassiens qui trouvaient Charles Maurras trop faible, trop mou, et souhaitaient des positions plus révolutionnaires. Blanchot affirme très clairement ses positions nationalistes, anticommunistes, antidémocratiques, anti-parlementaires, anticapitalistes. Et surtout, spiritualiste, catholique, traditionnaliste, élitiste, soucieux en réalité de restaurer la grandeur spirituelle de la nation française et de la préserver du désordre et de la guerre. Évidemment, ces prises de position côtoient des affirmations antisémites ou fascistes, desquelles Blanchot se démarque clairement dès 1933, refusant toute forme d'étatisme, de totalitarisme, toute morale guerrière, tout régime fondé sur l'illusion d'une puissance mythique et d'une collectivité organique. Il les dénonce comme il dénonce les exactions antisémites, les premiers camps de travail hitlériens, dans un journal fondé par son ami Paul Lévy en 1933. Alors, bien sûr, la lecture de Maurice Blanchot ne sort pas indemne de ses prises de position, de ses côtoiements, de ce qui pourrait nous sembler aujourd'hui contradictoire, et qui pourtant impose de véritables défis à notre pensée, peut-être aujourd'hui plus que jamais. Qu'en est-il par exemple du statut de la parole? En quoi cette parole journalistique de Blanchot relève-t-elle simplement de la vigueur outrancière de la presse d'avant-guerre? En quoi appartient-elle déjà au style de Blanchot, reconnu à l'époque pour à la fois sa vigueur oratoire et sa subtilité antiphrastique, paradoxale? Qu'en est-il également de la responsabilité des côtoiements? Comment peut-on à la fois être proche des milieux sémites, ami intime d'Emmanuel Lévinas, le seul ami qu'il a jamais tutoyé, ou de Paul Lévy, et en même temps proche des milieux antisémites, côtoyer presque quotidiennement Thierry Monnier, entretenir une correspondance avec Drieux-La Rochelle? Comment peut-on, pendant la guerre, sauver des juifs et en même temps écrire plus de 170 chroniques de critiques littéraires dans un journal de plus en plus ultra-maréchaliste et pro-hitlérien? Qu'en est-il encore de ce que Tchekhov nommait la transformation des convictions? Comment un journaliste d'extrême droite devient-il, quelques années plus tard, un penseur politique d'extrême gauche? Comment un simple rhétoriqueur patenté qui n'a pas encore de pensée devient-il un écrivain, l'un des plus grands de ce siècle, reconnu par les plus grands, et qui va jusqu'à penser, jusqu'à compter dans ses récits la possibilité, l'origine, la solitude de l'expérience d'écrire? Comment enfin peut-on définir une personne, non seulement par son origine, non seulement par d'où elle vient, mais également par où elle va? Il faut penser que Maurice Blanchot, arrivant à l'université de Strasbourg à la fin des années 20, est le fils d'un professeur de français, parlant le latin à ses enfants, qu'il y arrive jeune militant maurassien, portant guêtres et lavalières, et que plusieurs années plus tard, après avoir écrit Thomas l'Obscur, qu'il rédige pendant ces mêmes années, entre 1932 et 1940, après avoir écrit des récits comme L'idylle ou le dernier mot, en 1935 et 1936, récits anti-totalitaires s'il en est, Maurice Blanchot, peu à peu, par l'écriture, efface son propre visage, transforme, anéantit son propre corps. C'est comme s'il avait écrit dans la marge d'un livre qui ne serait écrit que bien plus tard, à une époque où les livres, depuis longtemps disparus, évoqueraient seulement un passé effroyablement ancien et comme sans parole, sans autre parole que cette voix murmurante d'un passé effroyablement ancien. On sait que dans l'idylle et dans le dernier mot, après coup, on peut avoir la sensation qu'il y a eu comme une sorte de prémonition, entre guillemets, de ce qu'il en fut de la réalité des camps. Et en même temps, Thomas l'Obscur, alors lui, déploie, développe une autre temporalité qui serait, me semble-t-il, celle qui permet de supporter l'insupportable. En lisant Thomas l'Obscur, j'ai été amené à douter du fait de l'avoir lu. Et que ce sentiment-là ne s'est pas évanoui. Le corps m'a manqué au moment de la lecture. Je n'avais pas le corps apte à lire ce livre. Et je crois que si je ne l'avais pas, c'est parce que précisément dans Thomas l'Obscur, l'une des veines du livre, l'une des hantises
et ce qui doit à un moment donné comme cercler l'existence de Blanchot dans les années 40, sous la pression à la fois intérieure mais en même temps extérieure et historique, ce qui doit cercler sa propre obsession, c'est de savoir quel corps pour quelle pensée. Il faut que le corps de Thomas soit comme vidé, absent à lui-même, et plus qu'absent à lui-même, il faut qu'il soit comme vidé presque de toute organicité, vidé de tout état de capacité de métamorphose proprement organique, pour que la pensée dont il dit qu'elle veille dehors, là, dans la nuit, puisse trouver une issue et toucher son propre corps. La première lecture de Thomas l'Obscur, ça a été de me dire, j'avais à peu près 18-19 ans, je n'y comprends rien, mais un jour je le comprendrai. Ça, c'est le miracle de l'œuvre en général, quoi. C'est qu'elle puisse concentrer en elle ce qu'il y a de plus intolérable, de plus insupportable, de plus douloureux, sans pourtant elle-même devenir mortelle. C'est probablement même l'une des leçons les plus secrètes, mais les plus inoubliables, par exemple, de l'œuvre de Kafka. Et que, évidemment, on ne peut pas quand même ne pas mettre en relation avec celle de Blanchot, c'est-à-dire comment sortir du rang des meurtriers. Ville prodigieuse, cité ruinée, disparurent, les pierres furent rejetées au dehors, on transplanta les arbres, on emporta les mains et les cadavres, seul le corps de Thomas subsista, privé de sens. Et la pensée rentrée en lui échangea des contacts avec le vide. Quel corps créé qui ne soit pas justement un corps fasciste, c'est-à-dire un corps raidi, un corps dur, un corps cuirassé, un corps armé. Il faut probablement avoir été transi, brûlé, jusqu'à avoir presque frôlé, mais même avoir été traversé par des états de décomposition de son propre corps, et chaque fois la capacité de le reconstruire, même embryonnairement, pour sentir que là où ça se recompose, à ce moment-là, ce qui s'ouvre avec et ce qui se compose, c'est la présence d'autrui. Il mettait son reste d'énergie à laisser les autres s'éloigner. C'est un retournement insensé. C'est-à-dire qu'en général, on met plutôt son énergie à supporter la venue des autres et à faire que l'autre vienne à soi ou qu'on aille à l'autre. Non, il y a encore une autre exigence, presque chorégraphique d'une certaine façon, qui consiste à mettre son énergie pour que l'autre ait laissé l'autre partir. Au moment où ça sert, comment, parfois par un geste d'une délicatesse insensée, ça ne se ferme pas. Le premier énoncé du Très-Haut est une phrase d'une simplicité inouïe par rapport même à ce qui s'est développé, déployé dans Aminadab et puis aussi dans Thomas l'Obscur, c'est « Je n'étais pas seul, j'étais un homme quelconque ». Et la scène qui suit immédiatement cette phrase est une phrase d'une banalité presque quotidienne. Il heurte quelqu'un un peu maladroitement dans le métro. Le héros dit « Vous ne me faites pas peur » et l'autre lui donne un coup de poing dans la figure et il s'écroule par terre. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que cette chute-là, en plein milieu de la foule, donne lieu à cette seconde violence, qui est peut-être la seule violence d'une certaine manière qui soit aujourd'hui encore insupportable aux gens, c'est le fait de se parler les uns aux autres. Le propre du roman, c'est d'avoir pour forme son fond même. Il y est resté quelques mois. Je suis un piège pour vous. J'aurais beau tout vous dire, plus je serai loyal, plus je vous tromperai. C'est ma franchise qui vous attrapera. Je vous supplie de le comprendre. Tout ce qui vous vient de moi n'est pour vous que mensonge parce que je suis la vérité. Et là, il rencontre Bataille. Quelle histoire! Ça alors, oui, quelle histoire, ces deux-là ensemble. S'agissant de la rencontre de Bataille et de Blanchot, la question qui se pose, c'est un peu de savoir qui rencontre qui. C'est-à-dire qui est dans l'attente de cette rencontre le plus des deux, lequel était le plus dans le besoin de rencontrer l'autre, ou encore auquel des deux a-t-elle été le plus nécessaire, a-t-elle le plus profité. Cependant, la question, en la posant ainsi, intéresse peut-être davantage, en tout cas à mes yeux, l'étrange réciprocité qui s'est aussitôt installée, aussitôt établie dès l'instant que ces deux hommes se rencontraient. Et dès l'instant que je n'ose pas dire qu'ils se sont mis à penser ensemble,
tout du moins qui se sent bien de ne plus penser seul. Et je pense à une chose extrêmement précise qui touche à l'expérience intérieure qu'écrivait Bataille pendant la guerre, au moment de leur rencontre, et dont on sait que Bataille lut des fragments au fur et à mesure de l'écriture, à Blanchot lui-même, et que ces fragments ont donné lieu entre eux à des commentaires, à des conversations. Bataille pense que l'expérience est la mort. Blanchot propose au contraire que l'expérience, c'est le mourir, que la mort est justement ce qui n'arrive pas, ce dont il n'est pas possible de faire l'expérience. Ça serait l'arrêt de la mort, ainsi que le propose imaginairement le titre, l'arrêt de mort. Et le mourir même deviendrait infini, ce que dit l'arrêt de mort comme récit. C'est ce que dit aussi La folie du jour. Ça permet à Bataille, et Klossowski l'a aperçu immédiatement, de rétablir le sens qu'il cherchait à la communication. La communication, c'est l'incommunicable. La communauté, c'est l'absence de communauté. Et il déclinera ça à la suite de Blanchot. Le mythe, c'est l'absence de mythe. Ça, il ne peut le dire qu'après la guerre, en 1947. Il ne pouvait pas le dire avant. Si Blanchot le découvre à Bataille, il le découvre pour lui-même par le même moment qu'il le découvre à Bataille, par le même mouvement. Je ne suis pas sûr que Blanchot disposait de ce savoir-là avant qu'il rencontre à Bataille. Il est vraisemblable, au contraire, que c'est par les conversations qu'ils ont eues, par la lecture qu'il écoute et qu'il commente, des extraits de l'expérience intérieure au fur et à mesure que celui-ci l'écrit, je suis sûr que ça se découvre à lui, par le même moment qu'il le découvre à Bataille. Et tout ce que pensera Blanchot ensuite en sera aussi modifié. L'engagement politique de Blanchot, ce qu'il appellera le communisme de pensée ou le communisme d'écriture, Il se pourrait que Nathalie, en me parlant de ce projet, n'ait rien voulu de plus que déchirer d'une main jalouse les apparences dans lesquelles nous vivions. Il se peut que, lassée de me voir persévérer avec une sorte de foi dans mon rôle d'homme du monde, elle m'ait brusquement, par cette histoire, rappelé la vérité de ma condition et montré du doigt où était ma place. Il se peut encore qu'elle-même ait obéi à un commandement mystérieux, et qui était le mien, et qui est en moi la voix à jamais reconnaissante, voix jalouse, elle aussi, d'un sentiment incapable de disparaître. Qui peut dire « Ceci est arrivé parce que les événements l'ont permis ». Ceci s'est passé parce que, à un certain moment, les faits sont devenus trompeurs, et par leur agencement étrange, ont autorisé la vérité à s'emparer d'eux. Moi-même, je n'ai pas été le messager malheureux d'une pensée plus forte que moi, ni son jouet, ni sa victime, car cette pensée, si elle m'a vaincu, n'a vaincu que par moi, et finalement, elle a toujours été à ma mesure. Je l'ai aimée et je n'ai aimé qu'elle, et tout ce qui est arrivé, je l'ai voulu, et n'ayant eu de regard que pour elle, où qu'elle ait été et où que j'ai pu être, dans l'absence, dans le malheur, dans la fatalité des choses mortes, dans la nécessité des choses vivantes, dans la fatigue du travail, dans ces visages nés de ma curiosité, dans mes paroles fausses, dans mes serments menteurs, dans le silence et dans la nuit. Je lui ai donné toute ma force et elle m'a donné toute la sienne, de sorte que cette force trop grande, incapable d'être ruinée par rien, nous vaut peut-être un malheur sans mesure. Mais si cela est, ce malheur, je le prends sur moi et je m'en réjouis sans mesure. Et à elle, je dis éternellement, viens, et éternellement, elle est là. En fait, c'est l'appartement de son frère. Il y vient quand il n'est pas à l'aise. Non pas une parole, à peine un murmure, à peine un frisson, moins que le silence, moins que l'abîme du vide, la plénitude du vide, quelque chose qu'on ne peut faire taire, occupant tout l'espace, l'ininterrompu et l'incessant, un frisson et déjà un murmure, non pas un murmure, mais une parole, et non pas une parole quelconque, mais distincte, juste, à ma portée. Quel est le problème de Blanchot au moment où il écrit les textes qui vont composer la part du fait, qui paraît en 1949, Le Trémont et Sade, jusqu'à l'espace littéraire? C'est simple, il me semble. Sa question est comment la littérature est-elle possible? Non pas qu'est-ce que la littérature, question fade, c'est plutôt comment la littérature est-elle possible, ce qui est bien plus intéressant. Pourquoi cette question? Antelme
avait publié son témoignage, L'espèce humaine, qui est ce livre qui allait être assez important pour Blanchot, en 1947. La même année paraît en Italie le témoignage de Primo Levi, Si c'est un homme, que Blanchot sans doute ne connaissait pas à l'époque. La littérature et les droits à la mort, le texte final de La part du fait, paraît dans la revue critique quelques mois après. Or, ni dans ces textes, ni dans les livres que j'ai nommés, l'on trouve la moindre référence à Auschwitz. Pas un mot. Pourtant, je crois que ces textes sont en quelque sorte une réponse à Auschwitz. Je ne veux pas dire par là que c'était un projet conscient chez Blanchot, pas du tout. Mais c'était l'essence même du problème qu'il posait. Comment va-t-on rendre la littérature possible après Auschwitz, après tout ce qui s'était passé? Possible, naturellement, pour Maurice Blanchot lui-même, c'est-à-dire pour quelqu'un qui venait d'une culture de droite et qui s'est trouvé tout à coup face au camp. Comment Blanchot va-t-il s'y prendre? Si je dis que ces textes sont comme une réponse à Auschwitz, c'est qu'il accomplit une opération singulière sur la mort. Il redouble la mort, il la renverse en une impossibilité de mourir, et de cette impossibilité de mourir, il va faire l'espace même de la littérature. C'est l'essence même de la littérature et les droits à la mort. C'est l'essence de ces analyses à juste titre si célèbres sur la mort double chez Rilke ou sur l'impossibilité de mourir chez Kafka. Les chasseurs Gracchus de Kafka qui errent de ville en ville sans pouvoir mourir. Mais c'est la condition même de la littérature pour Blanchot. Ce qui veut dire aussi que le temps de la littérature est pour Blanchot un sursis. Quelque chose comme un étrange arrêt des morts qui arrête la mort même et la rend interminable. Face à la mort sans fin des camps, Blanchot installe la littérature dans l'impossibilité même de mourir. Il se trouve que dans ces désastres sans fin, toute la littérature, une partie de la littérature française, une partie consistante de la littérature française après Blanchot, a trouvé son espace. Est-ce que Blanchot a bien fait? Est-ce qu'il avait les droits de faire ce qu'il a fait? Est-ce que Auschwitz n'aurait pas dû rendre plutôt inutilisable le concept même des morts, de la mort? C'est une autre question. Je crois que c'est des questions que devraient être posées par les générations qui suivent, que les générations qui suivent vont poser lorsqu'elles se trouveront face à la question décisive: comment va-t-on rendre à notre tour possible la littérature? J'ai oublié de filmer Jean Delacroix. Pascal aussi, peut-être. Ils y sont. Il dit la vérité. Autrement, il pense qu'il deviendrait fou. Mais il ne s'aperçoit pas, ou seulement trop tard, que la vérité, c'est qu'il est fou. Cette vérité folle, il ferme désormais la bouche pour n'avoir pas à la dire. Espérant, c'est cela qui est effrayant, tout de même rester dans le vrai en ne disant rien. Quand je résidais à Aise, dans la petite chambre, agrandie par une double perspective, l'une ouverte jusqu'à la Corse, l'autre par-delà le cap Ferrat,
où je demeurais le plus souvent, il y avait, il y est encore, pendu au mur l'effigie de celle qu'on a nommée l'inconnue de la Seine. Une adolescente aux yeux clos, mais vivante, par un sourire si délié, si fortuné, voilé pourtant, qu'on eût pu croire qu'elle s'était noyée dans un instant d'extrême bonheur. Si éloignée de ses œuvres, elle avait séduit Giacometti, au point qu'il recherchait une jeune femme qui aurait bien voulu tenter à nouveau l'épreuve de cette félicité dans la mort. Et je crois qu'en effet, la solitude a été possible quand il était à ce village où il ne voyait personne. Ce qui est au centre de ces trois récits, c'est la douleur. Et on va progressivement vers de plus en plus de douleur, étant donné que le dernier homme, c'est là que véritablement on atteint le cœur éternel, le terrible, comme le dit Blanchot, qui est le sommet de la douleur. Alors, une douleur, quelle douleur? Plus terrible, dit Blanchot, que celle d'un enfant. Et son regard bleu pâlit encore, et ce qui montre bien cette espèce d'exténuation, d'immense fatigue qu'il y a chez le dernier homme. Le narrateur dit, j'ai connu d'abord mort, puis mourant. Et puis également l'hypothèse qu'il a effectivement disparu et que je vis simplement le spectre d'une douleur infinie sous laquelle les survivants doivent vivre. Sans précaution, sans larmes, il y a la douleur est mise à nu, il n'y a pas de lamento. C'est tragique, mais la tragique est gaie. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de pathos. Au moment voulu, il y a la manière dont le narrateur s'occupe de Claudia. Claudia, c'est donc une cantatrice, mais une cantatrice qui est toujours à la recherche de son propre chant. Elle est repliée, comme il le dit, dans une zone neutre, qui est la préparation au chant, mais d'un chant qui ne se déploie pas. Sur les sirènes, n'est-ce pas, où c'est toujours du côté de l'origine, donc avant le commencement, ou dans le texte sur Hölderlin, n'est-ce pas, le jour d'avant le jour, eh bien Claudia, c'est le chant d'avant le chant. Je sais pas, moi, il m'est arrivé d'avoir une espèce d'exaltation en lisant des textes critiques, en me disant, c'est fabuleux, des textes pareils, commenter Kafka de cette manière-là, on ne l'a jamais fait, et il y a un plaisir considérable. Surtout que je fais partie de cette génération qui achetait la Nouvelle Revue Française uniquement pour lire les textes de Blanchot. On attendait qu'il veuille bien publier. Alors c'était tous les mois ou un mois sur deux qu'on avait un texte de 15 pages. Et des fois j'étais dans une espèce d'enthousiasme. Je n'ai jamais lu les récits de cette manière-là. Ça n'a jamais provoqué en moi d'exultation. J'ai pris au contraire, comme me concernant, me touchant au propre, de manière énigmatique, parce qu'il faut bien le dire, c'est quand même une énigme fabuleuse. La dernière image que j'ai de Blanchot, vous savez, j'ai vu Blanchot pendant 10 ans, de 59 à 70, et je ne l'ai pas vu maintenant depuis 27 ans. Et la dernière image que j'ai de lui, c'était dans un coin de Paris, là, où tout d'un coup il était très fatigué, et il m'a quitté presque brusquement, mais en dépit de son visage qui portait une espèce de masque de souffrance, il y a eu pour la dernière fois, où je l'ai vu moi, ce sourire. Mon désarroi devint pourtant si grand que j'essayais, non pas de l'éclaircir, mais de le faire passer dans la vie. Je ne manquais pas de force, je m'occupais de mes petites besognes, chacun vit ainsi. Il m'arrivait de fixer longtemps à travers la vitre la façade mutilée de la synagogue. On se souvient de la bombe. Ce mur noir, ces madriers soutenant ou fermant l'entrée, image impitoyable. Assurément, la vérité ne périt pas facilement. Ah oui, la Saint-Maurice. Ils étaient tant à parler, ça durait des heures, je ne peux pas les montrer tous. Et oui, chacun lit son texte ou un texte de Blanchot. Peut-être parce qu'on ne sait plus faire une fête anniversaire. Tu sais, avec un clown, des guirlandes, des marionnettes. 90 bougies, un gâteau. Il y avait des absents malades. Mais Nancy a envoyé un texte, et la Coulabarte a envoyé un texte, et Starobinsky, et un smock. Et la porte, naturellement. Je
suis sans doute un vieil homme, formaliste et russe, mais je m'attendais à ce que quelqu'un parle de cette chose curieuse, de la forme de ces récits. Je voulais qu'on le grave dans le marbre. Chaque récit est une nouvelle entreprise narrative, chaque fois entièrement différente de la précédente, toujours plus singulière. Comme je me dirigeais vers la fenêtre, elle voulut m'aider à marcher. Je ne suis pas un ivrogne. Il pleuvait à présent, une pluie tranquille qui marquait la lente déchéance de l'hiver. À ma demande, elle me situa les rues. La Trinité, le boulevard Haussmann, le passage de la Bourse. Aimez-vous cette ville? Non, elle ne l'aimait pas. Parler vous fatigue? Un peu. C'est le chant qui vous a abîmé la gorge? Là, il revient. Il revient à Paris. Il y reste. Je regardais l'immense espace, là-bas le mur, plus loin la porte, un peu avant la profondeur de la lacune. Je lui dis, venez avec moi dans le sud. Elle secoua la tête. Cela ne se peut pas. Venez. Au moment où Mascolo fait son journal qui s'appelle 14 juillet. Je fais la connaissance de Mascolo d'abord. Je crois que c'est lui qui me fait connaître Blanchot. La connaissance de Marguerite Duras, d'Antelme, enfin, je les connais tous à ce moment-là. Je participe aux réunions de la rue Saint-Benoît. On discutait beaucoup de choses, mais surtout de politique, plus que de littérature. Hein. Quand De Gaulle a pris le pouvoir, en 58 par exemple. Ensuite, alors, on s'est vu beaucoup plus fréquemment au moment de la guerre d'Algérie, où il a, alors là maintenant tout le monde le sait, c'est lui qui a rédigé essentiellement le manifeste des 121. Mascolo, c'est Mascolo qui en a été l'initiateur. Ça a été une longue préparation, ce manifeste. Enfin, ça a duré des mois. Ça a duré des mois. Jusqu'au jour où il m'a porté le test comme ça, et puis il m'a pas dit que c'était Blanchot, mais il a dit, je l'ai montré à Maurice, bon, je savais que c'était Blanchot, et je crois maintenant que ça va maintenant. Ben, il y avait la chose capitale qui n'était pas dans les premiers, c'était l'insoumission, l'appel à l'insoumission. Alors je lui ai dit, mais dis donc, on risque gros, là, cette fois. C'était la consigne de Mascolo, nous sommes tous coupables, nous sommes tous rédacteurs de ce manifeste. Alors c'était difficile de poursuivre quelqu'un. Tout le monde était poursuivi, les 121, mais lui, comme inspirateur, finalement ça s'était su. Et moi, comme propagandiste, on allait au meeting ensemble, le meeting à la Mutualité. On est sortis, Mascolo, lui et moi, sur le trottoir de Maubert, avec les charges de police. Blanchot a toujours été un... Bon, il avait été tuberculeux, je crois, en sa jeunesse. Enfin, il était un malade, il ne pouvait pas... Et Mascolo lui dit, dans son langage châtié, qu'il avait parfois, cher Dionys, est-ce que vous ne pourriez pas un peu hâter le pas? Ça, c'était hâter le pas. Et Blanchot ne pouvait pas aller plus vite. Là où nous nous sommes vus, et au moins une fois par semaine, et pendant des mois, peut-être une année ou deux, ça a été au moment où on a fait la revue internationale. On voulait faire cette revue avec Vittorini, justement. Mais c'est Blanchot qui a imposé ce point de vue que nous parlerions de ce que nous ne connaissions pas, et les autres parleraient de ce qu'ils ne connaissaient pas non plus. Ça, c'était curieux. Les Allemands parleraient de la guerre d'Algérie, nous parlerions du mur de Berlin. Et c'est lui aussi qui a proposé l'écriture fragmentaire. Et on a essayé, on a fait un premier numéro, un numéro 0, avec comme ça, de cette façon fragmentaire, qui était un peu artificielle pour la plupart, sauf pour Louis-René Desforêts, qui s'était très bien plié à ça, puis sauf pour Blanchot, lui. Bon, ça a capoté, cette histoire, on a raconté tout ça, c'est pas... mai 68, mais évidemment. Il était avec les étudiants, c'est-à-dire que toujours Mascolo, qui est là l'animateur, c'est lui qui fait toujours le lien, a l'idée de former un comité écrivain-étudiant.
On est allé avec Blanchot et Mascolo et quelqu'un d'autre, on ne me souvient plus, on est allé à Sancier, parler aux étudiants. C'est vrai que Blanchot donnait la, donnait la traduction exacte de ce qui était parfois confus, parfois un peu ou à côté de la plaque, comme on dit, quoi. C'est ça, c'est lui qui donnait la traduction exacte. Alors les meilleures formules sont toujours de lui. Bon, c'est pas la peine. Non, mais on est amené à se glorifier de choses qui sont banales, au fond, et normales. C'était normal qu'on soit contre la guerre d'Algérie, c'était normal. Moi j'étais pas, mais enfin, ils étaient, en général, on était des gens d'écriture, des gens de lecture, des gens qui croient aux livres, à ce qui est dit, etc. C'était normal qu'on soit contre la guerre d'Algérie. C'est normal que des écrivains soient contre le pouvoir. C'était normal qu'on soit contre De Gaulle. C'était un coup d'État qu'il a fait. Il a renversé la République. C'était normal. Ce qu'on peut être reconnaissant à Blanchot, c'est d'avoir porté ce... C'est pas non plus... C'est une façon de vivre. C'est pas une morale, c'est pas une philosophie si on veut, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est une façon de vivre. On est contre. C'est tout. Il était contre le plus possible. Et le plus haut possible. Et le plus profond possible. Voilà. Flins, juin 68. Blanchot y était. Comme il avait été à d'enfer, à Charletti, et dans les nuits des barricades. Je l'ai cherché dans les images. Pas trouvé. Il y a la thèse de Derrida qui m'a suggéré Lutetia. De même que les vampires ne se reflètent pas dans les miroirs, peut-être Blanchot n'impressionne pas la pellicule. Là, à ce moment, c'est sûr, Blanchot y est. Là, en plein centre. Il a disparu. Entre-temps, le premier hommage. Oui, avec ce superbe texte de Foucault, La pensée du dehors. Pourquoi tout le temps ce cheminement de l'écrit, à côté de la vie? Mais savoir de quoi ça procède essentiellement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, des gens très très célèbres, pour moi, n'ont pas écrit. Il y a des gens qui croient écrire. Et puis des gens qui écrivent. Et c'est rare. C'est très rare. Je dirais que Blanchot écrit, Bataille a écrit, oui. Je faisais bouillir ça, ils venaient manger. Ils étaient très nombreux, quelquefois, à venir. Blanchot, il est venu tous les jours, pendant toutes les semaines, déjeuner chez moi. Je vivais avec Dionys Mascolo, qui était là, à ce moment-là. Et pendant des années. Celle qui n'est pas mort. Vous savez ça. Il habite une villa dans les Yvelines. L'antisémitisme, serait-il délirant, reste la faute capitale. Le commencement qui s'impose à moi, c'est vraiment l'impossibilité de parler de Blanchot, de l'œuvre de Blanchot en général, bien sûr, mais dans ces conditions-là en particulier. Ce qui fait que quand on se trouve dans cette situation, avec le sentiment qu'il faut en parler, et qu'en même temps c'est impossible, jamais on ne sent mieux la nécessité, la justesse et la justice de son retrait. Par la simple impossibilité qu'on ressent de dire quelque chose qui puisse se mesurer à cette pensée, à cette œuvre, et s'y mesurer dans ces conditions-là. Je crois qu'il faut parler aujourd'hui de Blanchot dans ces conditions aussi. L'attente l'oubli est peut-être le dernier livre qui est une forme de fiction. L'événement, ce dont on peut penser qu'il donne lieu à narration, à récit, ne se produisant comme événement que dans la mesure où il n'est ni vrai ni faux, hein, et où le sens de fiction se met à trembler, n'est-ce pas? L'adresse qui retentit régulièrement, quelquefois en italique, quelquefois non, quelquefois sous la forme du tutoiement, quelquefois sous la forme du vous, c'est fais en sorte que je puisse te parler, faites en sorte que je puisse vous parler.
elle vient depuis un lieu qui est donc en principe antérieur à la parole, mais qui parle déjà. L'incertitude d'une parole qui a commencé avant elle-même, c'est ou bien de savoir si elle va pouvoir avoir lieu comme parole, ou si elle va pouvoir s'adresser à toi ou à vous. Cette demande est une demande impossible. Et il est dit dans L'attente l'oubli que ce qui est ainsi demandé, c'est l'impossible. L'entretien infini, 1969, c'est un livre qui rassemble un grand nombre de textes très, très riches sur un grand nombre d'auteurs et de thèmes différents, précédé par 2 introductions. Un texte théorique et neutre, et puis la mise en scène d'un entretien fictif. Ce qui compte dans l'entretien, c'est la venue. L'autre vient, je viens. C'est une expérience de l'interruption, c'est-à-dire de la séparation infinie. Et là, on retrouve des motifs qui seront communs à Lévinas et à Blanchot, où, naturellement, l'expérience de l'autre comme autre est l'expérience d'une distance infinie, d'une interruption, d'une séparation. En 71, donc 2 ans après, L'amitié, autre livre immense, un livre 1 sur l'amitié en général et l'amitié au singulier, mais qui évidemment, parmi tous les amis ou textes amis ou pensées amies sur lesquels ce livre veille, si on peut dire, ou qui veille sur ce livre, le nom de Bataille occupe une place singulière parmi les places singulières, si je peux dire. Il y a dans l'amitié un renoncement à la mémoire, à la présence, à la proximité, à la connaissance de l'autre même. Autrement dit, tout ce que la tradition philosophique avait inscrit sous le concept d'amitié, la familiarité, la présence de l'autre, la connaissance, la fidélité, etc., tout cela est radicalement contredit par l'expérience de l'amitié dont parle Blanchot. Parce que l'œuvre de Blanchot, qui est, tout le monde le sait, ses amis, ses admirateurs, mais aussi ses adversaires de tous ordres, l'œuvre de Blanchot est une des grandes œuvres, un des grands événements de ce siècle et au-delà de ce siècle, qui chemine plus ou moins souterrainement, en tout cas discrètement, gagne en intensité de présence, et à mesure que cette intensité ou cette nécessité s'impose, fait naître une sorte d'appréhension, de peur aussi, de ressentiment. Et donc je crois qu'il est temps que ce suspens soit suspendu, cesse. Pour cela, je crois qu'il est temps que le caractère presque clandestin de l'œuvre de Blanchot et de ses initiés change d'espace. En tout cas, dans cet espoir, je prends le risque de l'échec dont je parlais tout à l'heure. Qu'y a-t-il maintenant hors de nous? Personne. Qui est le lointain et qui est le prochain? Nous ici et nous là-bas. Et qui le plus vieux et le plus jeune? Nous. Et qui doit être glorifié? Qui vient vers nous? Qui nous attend? Nous. Et ce soleil, d'où tient-il sa lumière? De nous seuls. Et le ciel, quel est-il? La solitude qui est en nous. Et qui donc doit être aimé? C'est moi. Silence. Je te connais par oui-dire. La question de la communauté est devenue pressante à l'époque où commençait à s'effondrer le modèle appelé communiste. Et à la mesure de cet effondrement, il est apparu nécessaire à plusieurs d'entre nous de reprendre radicalement, je dirais, la question de l'être en commun. Et c'est ainsi qu'en 1983, par exemple, Blanchot pouvait écrire que la réflexion sur l'exigence communiste,
comme il disait, ne l'avait jamais abandonné. L'écriture et la littérature, selon Blanchot, sont inséparables de l'être en commun et de la communication. L'écriture n'est pas pour Blanchot un objet formel et fermé, c'est pas un objet esthétique ni autistique, mais l'écriture, c'est le rapport, je dirais le rapport d'adresse par lequel non seulement un moi s'adresse à un toi, mais par lequel il y a seulement un moi et un toi, un et un autre, et par lequel seulement il peut y avoir une solitude et en dehors de la solitude, une expression ou pour reprendre le mot de bataille, une extase. L'écrivain et le lecteur se font l'un l'autre. Et se faisant l'un l'autre, ils se déplacent l'un l'autre et ils se déplacent l'un par rapport à l'autre. Ils n'ont pas quelque chose à se communiquer. Ils n'ont pas un message à se transmettre. Ce qu'ils partagent, l'écrivain et le lecteur, c'est-à-dire aussi l'un et l'autre en général dans la communauté, ce qu'ils partagent, c'est la puissance et la passion de se communiquer. Et à ceux qui attendent de l'écriture en ce sens une signification déterminable et communicable, il vaut mieux dire qu'il n'y a rien à communiquer. Mais ce rien à communiquer n'a rien de nihiliste. Il n'y a pas moins nihiliste que Blanchot. Blanchot qui est celui qui écrit d'ailleurs « Les pessimistes n'écrivent pas ». Et donc la communauté est immontrable, imprésentable. Elle ne peut pas elle-même devenir un terme donné. Elle ne peut pas être mise en œuvre, contrairement à ce qu'ont voulu les totalitarismes et contrairement à ce que veut sans doute toute volonté qui n'est que politique. Mais pour autant, la communauté n'est pas une abstraction ni un idéal flottant en l'air. La communauté est elle-même ce mouvement, ce rapport sans cesse en déplacement. C'est-à-dire la communauté est le mouvement de l'écriture. Lorsque Blanchot parle dans la communauté inavouable du fond sans fond de la communication, il n'y a là aucune acrobatie verbale et il n'y a aussi aucun mysticisme. Ce fond sans fond de la communication, nous savons tous très bien ce que c'est. C'est ce sans fond auquel tout échange aboutit, non pas comme à une impasse, mais comme à l'ouverture, qui est précisément l'ouverture de l'un sur l'autre, l'ouverture de l'un à l'autre. Cet échange étant celui dont Blanchot dit aussi « seul en vaut la peine la transmission de l'intransmissible ». Et la peine que vaut la transmission de l'intransmissible, on pourrait dire que c'est la peine infinie qu'il y a à, comme on dit couramment, se faire comprendre, ce à quoi on n'aboutit jamais, mais dans ce non-aboutissement du se faire comprendre, il y a en même temps tout le mouvement de l'ouverture, de la communication, c'est-à-dire aussi tout le mouvement par lequel un moi sort de son moi et de ses petites préoccupations, c'est-à-dire aussi le seul mouvement par lequel on existe véritablement. Et puis les opuscules, comme des réponses aux amis. René Char, Paul Celan, nous tous. Michel Foucault, Louis-René Desforêts, Dionys Mascolo. Je ne suis ni savant ni ignorant. J'ai connu des joies, c'est trop peu dire. Je vis, et cette vie me fait le plaisir le plus grand. Alors, la mort, m'est-elle et la dont je mourrai remarquable, peut-être dont je suis sûr. J'éprouve à vivre un plaisir sans limite, et j'aurai à mourir une satisfaction sans limite.
Les Alliés avaient réussi à prendre pied sur le sol français. Les Allemands, déjà vaincus, luttaient en vain avec une inutile férocité. Dans une grande maison, le château, disait-on, on frappa à la porte plutôt timidement. Je sais que le jeune homme vint ouvrir à des autres qui sans doute demandaient secours. Cette fois, hurlement, « Tous dehors !» Un lieutenant nazi, dans un français honteusement normal, fit sortir d'abord les personnes les plus âgées, puis 2 jeunes femmes. « Dehors ! Dehors !» Cette fois, il hurlait. Le jeune homme ne cherchait pourtant pas à fuir, mais avançait lentement, d'une manière presque sacerdotale. Le lieutenant le secoua, lui montra des douilles, des balles. Il y avait eu manifestement combat, le sol était un sol guerrier. Le lieutenant s'étrangla dans un langage bizarre, et mettant sous le nez de l'homme déjà moins jeune, on vieillit vite, les douilles, les balles, une grenade, cria distinctement « Voilà à quoi vous êtes parvenus !» Le nazi mit en rang ses hommes pour atteindre selon les règles la cible humaine. Le jeune homme dit « Faites au moins rentrer ma famille ». Soit la tante, 94 ans, sa mère plus jeune, sa sœur et sa belle-sœur. Celui que visaient déjà les Allemands, n'attendant plus que l'ordre final, éprouva alors un sentiment de légèreté extraordinaire, une sorte de béatitude, rien d'heureux cependant. Allégresse souveraine. À cet instant, brusque retour au monde, éclata le bruit considérable d'une proche bataille. Les camarades du maquis voulaient porter secours à celui qu'ils savaient en danger. Le lieutenant s'éloigna pour se rendre compte. Les Allemands restaient en ordre, prêts à demeurer ainsi dans une immobilité qui arrêtait le temps. Mais voici que l'un d'eux s'approcha et dit d'une voix ferme « Nous, pas Allemands, Russes !» Et dans une sorte de rire, armez Vlasov, et il lui fit signe de disparaître. Je crois qu'il s'éloigna, toujours dans le sentiment de légèreté, au point qu'il se retrouva dans un bois éloigné, nommé Bois des Bruyères. Partout des incendies, une suite de feux continue, toutes les fermes brûlées. 3 jeunes gens, fils de fermiers, bien étrangers à tout combat, avaient été abattus. Même les chevaux gonflés, sur la route, dans les champs, attestaient une guerre qui avait duré. Quand le lieutenant était revenu et qu'il s'était rendu compte de la disparition du jeune châtelain, pourquoi la colère, la rage, ne l'avait-elle pas poussé à brûler le château, immobile et majestueux? C'est que c'était le château. Sur la façade était inscrite comme un souvenir indestructible la date de 1807. Pourtant, on fouilla partout, on prit quelque argent. Dans une pièce séparée, la chambre haute, le lieutenant trouva des papiers et une sorte d'épée manuscrit. Enfin, il partit, tout brûlé, sauf le château. Les seigneurs avaient été épargnés. Alors commença sans doute pour le jeune homme le tourment de l'injustice. Le sentiment qui n'est évident que parce que même aux yeux des Russes, il appartenait à une classe noble. C'était cela la guerre. Demeurait cependant, au moment où la fusillade n'était plus qu'en attente, le sentiment de légèreté que je ne saurais traduire. Comme si la mort hors de lui ne pouvait désormais que se heurter à la mort en lui. Je suis vivant. Non, tu es mort. Qu'importe. Seul demeure le sentiment de légèreté qui est la mort même, ou pour le dire plus précisément, l'instant de ma mort, désormais toujours en instance. Autant répéter les mots que lui René a dit pour la fin de la Saint-Maurice, quand on a fait les photos. Que Maurice Blanchot, vers qui va notre pensée à tous ce soir, n'y voit pas, s'il l'apprend, une atteinte à sa volonté maintes fois affirmée d'effacement, un effacement que nous n'aurions pas su respecter, mais le témoignage, fut-il maladroitement exprimé, de notre commune reconnaissance pour le don incommensurable qu'il nous a fait, celui de son œuvre tout entière, et non moins généreusement, celui de sa présence amicale, une présence toujours si proche, en son retrait, et qui a le sens d'une veille. L'hommage collectif que nous avons souhaité lui rendre de son vivant, contre sa volonté peut-être, et comme à son insu. Enfin, je n'en dirai pas plus. Rien d'extrême que par la douceur. La folie par excès de douceur. La folie douce. Penser, s'effacer. Le désastre de la douceur. Dans les années 60, nous disions de X ou de Z qu'ils étaient plus connus que le loup blanc, mais de lui, qu'il était le loup blanc. Ce vieux lieu commun, ce lieu communautaire,
l'honneur, l'honneur de la littérature. Pour l'honneur, faire honneur, être l'honneur. Cette photo lui est arrachée en 84 par un paparazzo mercenaire. Nous la montrons puisqu'elle existe, comme Lévinas a montré les photos qu'il conservait. Lévinas me l'a dit, vous savez, il n'y a pas de secret. Et Blanchot, tout doit devenir public, le secret doit être brisé. Il joue bien du piano, il joue du Schumann. Larga vida, viejo lobo. Longue